Chers citoyens congolais, chers citoyens du monde, aujourd'hui, je vais vous montrer un mensonge qui menace gravement le peuple congolais, à tel point qu'il cherche à le faire disparaître. Il s'agit bien de la croissance économique de ce pays, le PIB de la RDC. En effet, depuis plus de 20 ans maintenant, la RDC n'arrête pas de présenter une forte accélération de la croissance économique. Alors que peu avant, dans les années 1980 à 2001, le pays traversait une situation économique, politique et sociale très douloureuse. Il y avait des crises multiformes à tous les niveaux dans le pays, de telle façon que tout le pays était plongé dans un chaos indescriptible. Un chaos très grave sous le regard du monde entier. À cette période, tous les indicateurs socio-économiques du pays étaient en rouge. On avait une régression de la croissance économique allant jusqu'à moins 400%, un taux d'inflation de plus de 10 000%, un taux de pauvreté de plus de 82%. Cette période était une période pendant laquelle les gens vivaient dans des conditions de vie qui faisaient croire que peut-être c'était la fin du monde en RDC. Mais, comme par surprise, comme par miracle, à partir des années 2000, précisément en 2002, pendant que le pays était toujours plongé dans ce chaos terrible, pendant que le pays était toujours sous l'emprise de l'instabilité politique, sociale et économique, on avait vu venir dans tous les rapports sur le pays, dans tous les documents officiels et dans les médias, on avait vu venir une rhétorique consistant à présenter la RDC comme un pays en pleine croissance économique, comme un pays en progrès économique, comme un Congo émergent. C'est ça le mensonge dont je vais vous parler dans cette vidéo, parce que c'est très nuisible de faire ça. C'est très nuisible de faire ça dans un pays comme la RDC, puisque on ne peut pas comprendre comment la dégradation de la situation économique et sociale d'un pays peut être compatible avec la croissance économique. La croissance économique qui est censée conduire à l'amélioration des conditions de vie et au développement. À partir de ce niveau, si vous me suivez très bien, vous avez déjà compris qu'en présentant une forte accélération de la croissance économique, accompagnée d'une forte dégradation de la situation économique et sociale, la RDC se plonge dans une forme de mystère. Un mystère que personne ne sait expliquer. Ce mystère, c'est le paradoxe qui existe aujourd'hui au Congo, où l'accélération de la croissance économique va de pair avec l'accélération de la dégradation de la situation économique et sociale du pays. En d'autres termes, en présentant une forte accélération de la croissance économique, accompagnée d'une forte dégradation de la situation économique et sociale du pays, la RDC apparaît comme un pays qui avance à grande vitesse vers le développement. Et au même moment, elle s'enfonce fortement dans le sous-développement. En faisant ça, la RDC veut dire ceci. Elle veut dire que dans un pays, plus on accélère avec la croissance économique, plus on a produit beaucoup de biens et de services, plus on a accumulé beaucoup de richesses, plus le pays devient très misérable. C'est ça ce que ça signifie. Et c'est très grave qu'un pays apparaisse comme ça. C'est très grave qu'un pays apparaisse comme ça parce que c'est une forte contradiction. Un pays ne peut pas avoir une forte accélération de la croissance économique et avoir une forte dégradation de la situation économique et sociale au même moment. Un pays ne peut pas être extrêmement riche et être extrêmement pauvre au même moment. C'est de la folie ça. C'est de la folie ça parce que ce paradoxe met beaucoup de gens mal à l'aise. Personne dans le monde ne sait expliquer
les conditions de vie qui existent au Congo. Personne au monde ne sait expliquer les réalités de la RDC. Ces paradoxes gênent les gens. On ne comprend pas comment la RDC, un pays qui est réputé scandaleusement riche, un pays compté parmi les pays les plus riches du monde, comment ce même pays peut être compté parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais c'est un paradoxe qui est accepté au Congo. Même dans le milieu scientifique, dans les travaux scientifiques, on accepte cela. On accepte que la RDC soit présentée comme un pays en pleine croissance, en progrès économique, et au même moment, on montre ce pays qu'il est parmi les pays les plus misérables de la planète. C'est ça le paradoxe, insondable, inexplicable. Ce paradoxe est inexplicable, mais aujourd'hui, pour comprendre ce paradoxe, suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer d'où viennent ces problèmes. Les cauchemars que ça fait vivre au peuple congolais depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui et comment y mettre fin une fois pour toutes. Si vous aussi, vous regardez l'évolution de l'économie de la RDC de 1980 à 2021, vous allez voir que tous les secteurs de l'économie nationale, tous sans exception, étaient en rouge dans les années 1980 à 2001. Et à partir de 2002, vous allez voir que l'économie du pays commence à monter en puissance économique. On commence à parler de la croissance économique. On commence à parler du Congo émergent. Avec ça, on peut quand même se poser une question. La question c'est, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que la RDC, un pays qui était en déclin économique depuis 1980, avec une régression de la croissance allant jusqu'à moins 400%, un taux d'inflation de plus de 10 000%, un taux de pauvreté de plus de 82%, accompagné d'une destruction massive des richesses nationales et une paupérisation généralisée de la population, puisse seulement changer en croissance économique, conduisant ainsi à la stabilité macroéconomique, alors que la destruction des richesses nationales et la paupérisation généralisée de la population ne font qu'empirer année après année. Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que la RDC commence à apparaître dans le langage scientifique, dans tous les rapports sur les pays, dans les documents officiels, dans le média, que le pays commence à apparaître comme un pays en pleine croissance économique, comme un pays en progrès économique, comme un Congo émergent, alors que les conditions de vie à l'intérieur du pays, les réalités sur terrain montrent qu'il n'y a pas croissance économique. Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour qu'on en arrive là? La réponse est claire et évidente. Tout commence en juin 2001 lors de l'entrée en programme par le gouvernement congolais de l'époque avec les institutions de Bretton Woods. Cette réouverture de la coopération par la RDC avec les institutions de Bretton Woods était basée sur un programme de stabilisation macroéconomique dénommé PIR, et à l'issue duquel d'autres programmes avaient été conclus, notamment les programmes économiques du gouvernement PG1 et PG2. Alors, avec la mise en place de ces programmes, la RDC devait passer à des réformes pour faciliter et sécuriser le climat des affaires. Et la satisfaction par la RDC de ces réformes exigées par le FMI et la Banque mondiale avait favorisé une bonne coopération avec le FMI et la Banque mondiale d'abord. Ensuite,
avec d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ces réformes avaient aussi poussé la RDC à mettre en place un nouveau code minier, un nouveau code forestier et un nouveau code de travail. Et c'est à cette époque-là qu'il va y avoir l'avènement des milliers et des milliers de sociétés étrangères et beaucoup de multinationales. Et c'est grâce à la force de ces multinationales que la RDC va commencer à monter en puissance économique. C'est grâce à la force de ces multinationales qu'on va commencer à parler du progrès économique en RDC. Alors, pour comprendre pourquoi cette prospérité économique, cette montée en croissance économique de la RDC allait de pair avec la dégradation de la situation économique et sociale partout dans le pays. Pour comprendre cela, je me suis tourné vers le tableau de l'évolution de l'économie de la RDC de 2002 à 2021. Sans surprise, j'ai trouvé moi aussi, comme toutes les études sérieuses le montrent, que l'économie de la RDC est essentiellement basée sur l'extraction des ressources naturelles, plus principalement de minerais et du pétrole. C'est uniquement dans ce secteur qu'on a une évolution normale et élevée de la croissance. C'est clair et c'est connu de tous, car quand vous regardez dans ce tableau, vous allez voir que sans ce secteur, il n'allait pas y avoir croissance économique en RDC. La preuve en est que, en 2010, par exemple, si on pouvait supprimer la contribution de ce secteur à la croissance économique, l'économie de la RDC allait chuter jusqu'à moins 1,7. Alors, je vais vous montrer par quelques exemples comment cette prospérité économique, cette croissance économique dont il est question. Je vais vous montrer par quelques exemples comment tout le PIB de la RDC est à 100% entre les mains des entreprises étrangères qui travaillent dans la clandestinité la plus totale et la plus pire qui puisse exister au monde. Exemple numéro 1. La traite des nègres est-elle vraiment terminée? A-t-elle vraiment été définitivement abolie? Et si elle s'était simplement déplacée? Et si elle avait simplement changé de site, changé de lieu? Lorsque l'on regarde ces images si violentes, si humiliantes pour la race humaine, lorsque l'on dresse un bref inventaire de ces morts dans les mines, on ne peut que s'interroger sur la persistance de cette tragédie. Et si elle avait simplement changé de théâtre d'opération en s'installant directement en Afrique, avec des maîtres d'un genre nouveau? Quelle ressemblance entre ces images, avec des maîtres placés sur un promontoire, qui regardent fouetter l'esclave récalcitrant par son frère de couleur zélée, et celle des esclaves dans les champs de coton au XVe et XVIe siècle dans les Amériques. Pendant les 400 ans de traite transatlantique, le négrier était obligé d'avoir un grand navire avec un équipage musclé pour parquer dans les cales comme du bétail les noirs qu'ils attrapaient ou qu'on leur vendait. Aujourd'hui, dans l'esclavage dit moderne, c'est directement sur le lieu de naissance, dans le propre pays, souvent même dans le village de l'esclave qu'il opère, qu'il l'exploite, en même temps que les richesses de son sous-sol, avec la complicité active des chefs locaux. Les pacotis, gin, whisky de l'époque ont été remplacés par des discrets virements et de l'espèce sonnante et trébuchante au chef. Lorsque je me suis lancé dans la folle idée de réaliser un documentaire sur les richesses minières de la République démocratique du Congo, je savais, c'est vrai, que je m'attaquais à des intérêts importants, à des mastodontes financiers et industriels capables de me broyer d'un hochement de tête, d'un simple claquement de doigts. Je savais que c'était risqué, mais j'avoue que je ne mesurais pas à quel point c'était nébuleux, une véritable mafia sans foi ni loi.
La version très romancée des médias internationaux, qui se contentent trop souvent de n'évoquer que la responsabilité des groupes armés venus d'ailleurs dans les conflits qui ensanglantent depuis des décennies l'Est de la République démocratique du Congo, est une aubaine, du pain béni pour eux. Ça les arrange que l'on réduise cette tragédie à des guerres tribales ou crapuleuses entre nègres. Mais elle cache une réalité bien plus grave, bien plus honteuse. Elle est à l'image du mal profond, du cancer qui ronge l'Afrique de part en part et la garde dans une situation de dépendance permanente. C'est pourquoi, malgré ces menaces, j'ai choisi d'aller au bout en invitant, dans le même temps, mes confrères subsahariens à investiguer chacun dans son pays sur ce pillage organisé, afin que plus personne dans les sphères du pouvoir, en Occident ou ailleurs, ne puisse dire « on ne savait pas ». Le cas du Congo que j'ai choisi de raconter au fil de l'eau, afin que personne ne puisse empêcher qu'elle soit connue, même s'il finissait par avoir raison de moi, est assez cocasse. La RDC, qui a la taille de l'Union européenne, est assurément l'un des pays les plus riches en minerais de la planète. Un vrai scandale géologique, comme on a coutume de le dire. À elle seule, elle concentre tellement de minerais dont le monde a besoin. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre avec plus de 1 500 000 tonnes par an. Autant de minerais dont le monde, qui par la grand renfort médiatique de transition écologique, a besoin pour fabriquer ses batteries électriques, ses voitures de nouvelle génération et ses téléphones portables. C'est donc un pays qui a un caractère stratégique déterminant pour la planète. Je vous épargne l'or, le diamant, l'étain, la cassitérite, le manganèse et bien d'autres minéraux. Pendant donc que la plupart d'entre nous la regardons cette RDC seulement du point de vue de ses artistes, de sa musique, les grandes firmes internationales ont décidé depuis longtemps déjà de lui mettre le grappin dessus. Elles sont toutes présentes dans le pays. Elles se le sont partagées comme les grandes puissances l'avaient fait en 1885 à Berlin pour nos nations. Glencore, la Suisse, ENRC des Kazakhs, Smoke des Chinois, CNMC des Chinois, Ivanhoe des Canado-Américains, Metorex des Sud-Africains. Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la répartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ces réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages de grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils? Ceux qui théoriquement ont échappé à l'appétit vorace de ces firmes, ce que l'on appelle l'industrie artisanale, qui en bénéficie? Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus, tellement exclus, totalement exclus. Mais comment est-ce possible? Et là, on tombe des nues en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Exemple numéro 2. L'exemple le plus emblématique, le plus nostalgique et le plus humiliant concerne le cas d'une analyse faite par le professeur Évariste Mabi Mulumba lors d'une conférence qu'ils avaient tenue
à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2021, devant tous les parlementaires, sénateurs et députés réunis. Au cours de cette conférence, il leur avait montré, noir sur blanc, comment malgré les milliers et des milliers de sociétés qui prospèrent en RDC, comment malgré la croissance économique dont on parle en RDC, il leur avait montré comment malgré tout cela, il n'y a aucune grande entreprise minière qui est entre les mains d'un Congolais. Écoutez bien la gravité de ces faits. Vous avez un pays de plus de 100 millions d'habitants, mais aucun citoyen du pays n'a une entreprise dans le secteur qui est le poumon de la croissance économique du pays. C'est très grave et c'est à analyser. Il ajouta, il n'y a aucune grande entreprise industrielle ou agro-industrielle qui est entre les mains d'un Congolais. Ah, ça chauffe au Congo. Personne n'a une grande entreprise. Il continue, il n'y a aucune présence d'un capital national dans le système bancaire et financier qui est entre les mains d'un Congolais. Toutes les banques installées dans le pays sont à capital étranger. Ah, c'est grave. Vous avez un grand pays comme la RDC, avec la démographie que nous avons, avec les hommes que nous avons, les hommes et femmes que nous avons en RDC. Mais aucun citoyen du pays n'a une banque dans notre propre pays. C'est très grave. Si je suis en train de vous montrer tous ces exemples avec beaucoup de certitude, c'est parce que je veux qu'à ce niveau, tout le monde puisse comprendre comment ni l'État congolais, ni le peuple congolais, personne ne participe ni à la production du PIB du pays, ni à sa répartition, ni à sa consommation. Nulle part ils sont présents. Or, le PIB, c'est quelque chose qui appartient au peuple. Le PIB, c'est le résultat du travail de tout un peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les nations du monde sont fiers d'avoir un PIB positif. Tous les pays du monde ne font que se vanter d'avoir réalisé une croissance économique. Et même, les expériences les plus récentes ont déjà démontré que les pays qui affichent les meilleurs indicateurs en termes de bien-être et de développement sont ceux qui affichent des meilleures performances en termes de croissance économique. Et donc, si certains pays sont plus riches que les autres, c'est parce qu'ils arrivent à réaliser une croissance économique pendant une longue période. Et si d'autres pays demeurent toujours pauvres, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser un taux de croissance positif pendant une longue période. Avec tout ça, vous comprenez déjà que la présence de la croissance économique est un élément qui influence beaucoup la considération de plusieurs indicateurs socio-économiques dans l'évaluation du progrès économique et social des pays et dans la comparaison des pays. Parmi ces indicateurs qui sont influencés par la présence de la croissance économique dans un pays, parmi ces indicateurs qui deviennent positifs lorsqu'il y a croissance économique dans un pays, parmi eux, nous pouvons citer le PIB par habitant ou les revenus par habitant. L'indicateur de développement humain, le pouvoir d'achat, l'inflation, l'activité des pouvoirs publics, ainsi de suite. À partir de ce niveau, nous arrivons à la partie où se trouve le problème qui est au cœur de cette analyse. Car si je me suis décidé de mener cette recherche, c'est parce que moi, je ne comprends pas comment le monde entier donne beaucoup d'importance à la croissance économique. Tout le monde est fier de la croissance économique.
toute l'opinion mondiale ne fait que vanter la croissance économique, alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la science économique elle-même ne sait pas préciser quelle est l'importance de la croissance économique. Elle ne sait pas préciser quel est le rôle de la croissance économique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la science économique ne sait pas dire avec précision si la croissance économique conduit à l'amélioration des conditions de vie et au développement ou elle n'y conduit pas. Si je dis ça, c'est parce que les théoriciens et les techniciens des sciences économiques se contredisent eux-mêmes sur ce sujet. Un grand nombre de travaux scientifiques affirment que la réalisation de la croissance économique dans un pays est un élément qui conduit à l'amélioration des conditions de vie et au développement. Et au même moment, un autre grand nombre de travaux scientifiques refusent en disant que la réalisation de la croissance économique n'est pas un élément qui conduit nécessairement à l'amélioration des conditions de vie ni au développement. Ça devient de l'amalgame, ça devient une forme de contradiction, mais en économie, on appelle ça le paradoxe de Sterling. Ok, prenons ça comme ça. Ils maintiennent cette contradiction ou ce paradoxe qui existe sur le plan scientifique. Mais quand il s'agit d'utiliser les résultats de la croissance économique ou les implications de la croissance économique dans l'évaluation du progrès économique et social des pays et dans la comparaison des pays, ils oublient qu'il y a des croissances économiques qui n'ont pas d'impact sur la vie de la population. Ils oublient qu'il y a des pays ou des régions où on a une croissance économique, mais ça n'a pas d'impact réel dans la vie quotidienne du peuple. Ils oublient qu'il y a des pays où il y a une forte croissance économique, à l'exemple de la RDC, mais ça ne change rien. Mais ils utilisent ces implications ou ces résultats de la croissance économique dans l'évaluation du progrès économique et social des pays et dans la comparaison des pays pour tous les pays de la même manière, comme si dans tout pays où il y a croissance économique, on a nécessairement une amélioration des conditions de vie qui est le socle du développement. C'est ça l'erreur de la science économique. Et maintenant, comme vous venez de comprendre que cette contradiction ou ce paradoxe qui existe sur le plan scientifique n'empêche pas aux évaluateurs d'utiliser les résultats de la croissance économique ou les implications de la croissance économique dans l'évaluation du progrès économique et social des pays et dans la comparaison des pays. Maintenant que vous venez de comprendre cela, je vais vous montrer dans cette partie qui suit comment, sous le coaching du FMI et de la Banque mondiale, la RDC a dû utiliser la présence d'une fausse croissance économique pour cacher les crimes socio-économiques commis dans le pays depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Premier crime, le PIB par habitant ou le revenu par habitant. Comme on a toujours divisé le PIB d'un pays par le nombre de sa population pour trouver la valeur du PIB par habitant ou du revenu par habitant, cela n'est pas toujours correct. Cela n'est pas toujours correct parce que nous venons de voir qu'on peut avoir un PIB élevé, on peut avoir un gros PIB dans un pays alors que ni l'État, ni la population, personne n'a participé ni à la production de ce PIB, ni à sa répartition, ni à sa consommation. Alors, dans ce cas, diviser forcément le PIB par le nombre de la population pour trouver la valeur du PIB par habitant ou du revenu par habitant,
ça peut donner à la population un PIB par habitant ou un revenu par habitant qu'elle ne possède pas dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe pour la RDC, où on attribue à la population congolaise un certain degré de PIB par habitant, un certain degré de revenu par habitant. Soit on dit que la RDC a un PIB par habitant de $600 par an, 700, 800, alors que dans la réalité, la plus grande majorité de la population congolaise n'a pas la capacité d'avoir $1 chaque jour du début à la fin de l'année. En attribuant ce certain degré de PIB par habitant à la population congolaise, on cache de manière atroce la misère, la pauvreté qu'il y a dans le pays. Scientifiquement, on ne peut plus voir, on ne sait plus évaluer les degrés de la pauvreté. Alors que si on n'avait pas donné ce degré de PIB par habitant à la population congolaise, l'indicateur de la pauvreté humaine, qui est le revenu par habitant, allait montrer les vraies conditions de vie qui existent en RDC. Et c'est à cause de cet élément-là qu'il y a une grande confusion, qu'il y a de débats contradictoires au Congo. Vous avez certaines personnes qui disent que le Congo est un pays qui est par terre, un pays qui va vers la mort. Mais les autres qui disent non, le Congo est un pays qui est en développement. On est en train de s'améliorer. On est en croissance économique. On a une amélioration des conditions de vie des citoyens. Le débat là n'a pas de conclusion, ça n'a pas d'issue. C'est un débat qui va dans le vide. Parce que au milieu des gens, vous avez des gens qui soutiennent que le pays est en déclin économique. Le pays est profondément abattu. Et d'autres qui tiennent une rhétorique en disant le pays est en progrès économique. Donc, c'est une contradiction totale. Écoutez par exemple ça. Malgré tout ça, le peuple congolais est aujourd'hui classé parmi les peuples les plus malheureux de la terre. Devons-nous en rester là, à ne rien faire, enfermés dans une sorte de tour d'ivoire avec nos regards tournés vers le firmament? Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Quand vous entendez ce qu'il est en train de dire, vous sentez qu'il manque de preuves. Il ne sait pas sur quoi se baser pour dire que la RDC pour dire que la population congolaise n'a pas de revenus pour vivre. Pour dire que la population, les revenus d'un Congolais est très médiocre ou même est égal à 0. Il n'a pas de preuves. Alors que normalement, sur le plan scientifique, on ne parle pas comme ça. Il allait tout simplement dire, pour soutenir son hypothèse, il allait tout simplement dire, regardez notre revenu par habitant pour montrer les degrés de la pauvreté, pour montrer à quel niveau où se trouve le pays. Et le simple fait de montrer un revenu par habitant qui est, je dirais, inférieur à 0,5 $, ça aurait suffi pour clore les débats, pour que les gens acceptent que le pays est en déclin économique. Avec exemple numéro 2, l'inflation. Quand il y a une accélération de la croissance économique dans un pays, et donc une augmentation du revenu par habitant ou du PIB par habitant, ça fait croire à l'opinion qu'il y a nécessairement une disponibilité des biens et des services destinés à la consommation au bon prix dans ces pays. Mais
Ici au Congo, c'est le contraire. Plus le pays est en train de montrer que nous avons produit beaucoup de biens et de services, plus le pays accélère avec la croissance économique, plus le pays montre qu'il a produit beaucoup de richesses, plus la carence des biens et des services et des flambées de prix devient très sévère à tous les niveaux dans le pays. Chers citoyens du monde, le peuple congolais vit au cours de ce 21e siècle dans des conditions de vie extrêmement dures, causées par la pénurie de biens et de services et par des flambées de prix à tous les niveaux. L'alimentation, le transport, l'habillement, les services administratifs, la télécommunication, tout cela constitue un véritable cauchemar partout dans le pays. Mais aucun indicateur socio-économique ne montre clairement cette carence de biens et de services et ces flambées de prix qui asphyxient la vie partout dans le pays. Aucun indicateur socio-économique ne le montre clairement, alors que, normalement, ça devait être visible par une inflation très sévère. Maintenant, pour voir ces pièges aujourd'hui, pour voir ces crimes aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre l'indice des prix à la consommation, IPC en sigle, et l'inflation, pour vous montrer comment cette fameuse croissance économique de la RDC a aidé le pays à cacher ou à casser l'hyperinflation qu'il y a dans le pays depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Différence entre l'indice des prix à la consommation et l'inflation. Pour ce qui concerne la différence entre l'indice des prix à la consommation, IPC en sigle, et l'inflation, Economipédia nous dit ce qui suit. L'indice des prix à la consommation, IPC en sigle, et l'inflation sont tous deux des indicateurs des prix. La différence entre l'IPC et l'inflation est due au nombre de produits que chaque indice prend en compte pour mesurer les hausses des prix. En d'autres termes, nous avons entendu à maintes reprises que l'inflation a augmenté ou diminué selon les données de l'IPC. Et ce n'est pas toujours correct. Alors que l'IPC sélectionne un panier de consommation spécifique et fermé de biens et de services pour mesurer et évaluer les augmentations de prix. L'inflation est la hausse généralisée des prix d'une économie. Cependant, étant donné la difficulté logique de calculer la variation de prix de tous les biens et services, l'IPC est souvent utilisé comme estimateur de l'inflation. Alors que l'IPC recueille un échantillon représentatif des divers biens et services que nous utilisons habituellement pour survivre, alimentation, textile, transport, logement, carburant, ainsi de suite, afin d'évaluer l'impact que la hausse des prix a sur le coût de la vie. L'inflation est le calcul détaillé de tous les prix des biens et services sur un territoire pendant un temps donné. La différence et la similitude entre les deux sont dues au fait que l'IPC sélectionne un échantillon très représentatif et pondéré par la consommation de presque tous les secteurs avec lesquels les gens sont en contact et doivent consommer. Il est donc similaire, mais cela dépend de l'importance de chaque produit dans un panier fermé. Il y a encore quelques différences. Par exemple, l'IPC n'inclut pas l'analyse des prix de la consommation intermédiaire des entreprises ou
des produits exportés et n'est pas prise en compte pour calculer les grandeurs dans les comptes nationaux d'un pays, car l'inflation est une mesure macroéconomique et l'IPC ne l'est pas. Cependant, l'IPC est l'outil qui est utilisé, il est considéré comme valable pour la révision annuelle des salaires, pour déterminer soit l'augmentation du coût de la vie, soit par exemple pour la révision des loyers. Il est également utilisé pour mettre à jour des dettes ou des pénalités. Vous avez compris aussi que l'indice de prix à la consommation IPC est différent de l'inflation. Mais pour la RDC, c'est la même chose. Il considère l'indice de prix à la consommation comme étant une seule et même chose. Ils confondent les tout. Pour voir cette confusion qui les aide à cacher leur médiocrité, pour voir cette confusion, prenez n'importe quel rapport de la Banque centrale du Congo. C'est bien de prendre les plus récents, celui de 2018, celui de 2021 ou celui de 2019. Prenez n'importe lequel. Allez dans la rubrique où on explique l'inflation. Quand vous arrivez sur cette partie et que vous commencez à lire pour comprendre le comportement de l'inflation dans le pays, dès les premières lignes, vous sentez clairement qu'il y a une confusion. Vous sentez qu'ils ne savent pas distinguer l'indice de prix à la consommation et l'inflation. Ils confondent les taux. Ils considèrent l'inflation et l'indice de prix à la consommation comme étant une seule et même chose. C'est une confusion totale. Et en comprenant cela, vous allez comprendre que c'est en confondant l'indice de prix à la consommation avec l'inflation que la RDC parvient à casser ou à cacher l'hyperinflation qu'il y a dans le pays depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Alors que dans la réalité, l'inflation est là. L'inflation est dans le pays pendant toute cette période. Une inflation très sévère, car quand vous allez sur le marché des biens et des services au Congo, mais vous allez avoir peur. Tous les jours, il y a une explosion des prix. Tous les jours, chaque chaque semaine, chaque mois, vous avez des inflations galopantes. Ça fait peur. La population n'y arrive plus. Tout le monde est asphyxié. Et même, quand vous regardez l'évolution des indices de prix à la consommation produits par l'Institut national des statistiques, l'INES, vous allez voir que c'est clair. Les indices de prix montrent l'inflation de manière journalière, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle. Et même quand vous regardez dans les annuaires statistiques, vous voyez que les prix montent dans le pays chaque année. Vous voyez qu'il y a une inflation galopante, une inflation qui fait peur. Mais quand vous lisez dans les rapports de la Banque centrale du Congo, dans les comptes nationaux, là où on doit voir le comportement de prix dans le pays pendant une longue période, ils disent le contraire. Ils montrent que le prix diminue dans le pays chaque année. Ils présentent une diminution progressive de l'inflation. Ils montrent que la vie, que les prix ne font que baisser chaque année dans le pays. C'est grave. C'est grave et c'est incompréhensible que la Banque centrale du Congo, malgré la souffrance qui est dans le pays, malgré ces crimes de l'inflation qui asphyxient le peuple, c'est grave que la Banque centrale présente chaque année une diminution progressive de l'inflation. Lisez dans ces rapports, vous allez le voir. Mais pourquoi tout ceci arrive-t-il? Pourquoi malgré ces flambées de prix à tous les niveaux dans le pays, pendant toute cette période de croissance, pourquoi malgré tout cela, la Banque centrale du Congo ou la RDC
continue à présenter une diminution progressive de l'inflation. Pourquoi tout cela arrive-t-il? La réponse est claire. C'est parce que, ici au Congo, il y a une grande différence entre les consommateurs de ménages, les peuples congolais qui ne produisent rien, et les opérateurs économiques, les mercenaires étrangers qui ont toute la production économique du pays entre leurs mains. C'est parce qu'au Congo, il y a une grande différence entre la consommation de ménages et la consommation intermédiaire des entreprises. Dans ces milliers d'entreprises qui opèrent en RDC, il n'y a pas une forte augmentation des prix des biens et des services qu'elles utilisent dans la consommation intermédiaire. C'est pourquoi elles ne font que réaliser beaucoup de bénéfices. Des bénéfices qui font gonfler le PIB de la RDC. Des bénéfices qui font monter la RDC en croissance économique. Alors que, s'il y avait aussi une forte augmentation des prix des biens et des services que ces entreprises utilisent dans la consommation intermédiaire, comme il y en a dans la consommation des ménages. Ici au Congo, on allait avoir encore une inflation de plus de 10 000% comme dans les années 1980 à 2001. Ça allait être ridicule. Crime numéro 3, le pouvoir d'achat. Comme le pouvoir d'achat dépend du niveau des revenus et du niveau des prix, donc, lorsque la hausse des revenus est supérieure à la hausse des prix, le pouvoir d'achat augmente. Et lorsque la hausse des prix est supérieure à la hausse des revenus, le pouvoir d'achat diminue. Non. Et c'est exactement à ce niveau ici où il y a le vrai carnage pour les peuples congolais. C'est ici où on a commis des crimes abominables. C'est ici où il y a des choses qu'on ne saura même pas dire. Pourquoi? Comme il y a une forte inflation dans le pays, pendant plusieurs années, pendant plus de 20 ans, les prix asphyxient la population. Pendant plus de 20 ans, l'inflation est inestimable, une inflation démesurée. On ne peut pas, comment le dire encore? Comme il y a cette inflation que personne ne peut expliquer, parce que ça n'a pas de comparaison. Mais le pays a trouvé le moyen pour cacher ça. Et comme le peuple congolais n'a aucun revenu pour vivre, la grande majorité des Congolais, leur revenu est vraiment, je dirais, est égal à zéro. Donc, un revenu de moins de 0,5 $ par jour. Même, je dirais même, comment? Un revenu qui est très inférieur. On est parvenu à attribuer à la population congolaise un certain degré de revenus. On ne peut pas savoir évaluer la souffrance de ces peuples. Alors que tout le monde sait qu'il y a une misère qui n'a pas de nom. Tout le monde sait que le prix asphyxie la population, mais on ne saura pas de manière scientifique évaluer cela, parce que l'inflation et le revenu par habitant qui montrent le pouvoir d'achat d'un peuple, tous ces deux éléments ont été masqués. Tous ces deux éléments ont été manipulés. Et à cause de cela, personne ne connaît la souffrance dans laquelle vit ce peuple. Personne. Alors que si tout le monde pouvait réellement comprendre cette problématique de l'inflation, donc des prix qui galopent tous les jours dans le pays, et cette problématique de revenus par habitant pour ce peuple congolais, si tout le monde pouvait comprendre cela,
C'est là que vous pouvez comprendre les horaires de la vie que les dirigeants congolais font vivre à leur population. Qu'est-ce que ça signifie? Si tout le monde pouvait comprendre comment les biens, comment la vie coûte extrêmement cher au Congo, au milieu d'un peuple qui n'a aucun revenu pour vivre, si tout le monde pouvait comprendre cela, ça peut vous donner des larmes aux yeux. Ça peut vous donner des larmes aux yeux si vraiment vous avez un cœur. Parce que vous allez voir avec vos propres yeux comment la misère et le sous-développement sont en train de torturer tout un peuple en plein 21e siècle. Pour voir cela, pour voir la terrible misère qu'il y a en RDC, faites un tour dans des hôpitaux, au village comme dans des villes. Pour voir cela, venez au Congo. Venez circuler dans tous les villages dans le pays, dans tous les coins reculés dans le pays et dans le quartier populaire dans des villes. Vous allez trouver une grande population, une foule amortie, une foule neutralisée. Vous allez trouver une grande population stockée dans la prison de l'inactivité totale, dans le chômage massif et total de tout un peuple. Venez au Congo, vous allez voir le pays où on avait stocké des millions et des millions de gens dans l'inactivité totale, surtout les jeunes. Parce que nous sommes à plus de 100 millions d'habitants, je vous rassure que plus de 80 millions de Congolais sont des gens qui n'ont aucun revenu pour vivre. Ils n'ont aucune sécurité sociale, aucun emploi sûr. Mais venez dans le pays, vous allez voir comment, partout dans le pays, il y a les gens qui restent à la maison, qui ne font rien. Toute la population est par terre. Les gens passent leur journée en train de bailler à la maison. Pas de boulot. Tout le monde est au chômage. Plus de 80 millions de gens qu'on a stockés au repos, que vous soyez jeune ou pas, restez là au repos. Mais pour comprendre cela, venez au Congo. Venez au Congo, vous allez sentir la douleur de voir des millions et des millions de gens qui naissent et qui meurent sans avoir travaillé dans leur vie. Et puis, dans un pays comme ça, quand vous entendez parler de la croissance économique et quand vous voyez comment les hommes politiques et les spécialistes de l'économie congolaise ne cessent de se vanter de cette croissance avec les slogans du type Congo prospère, Congo émergent, continuons l'émergence, consolidons les acquis. C'est là que vous allez comprendre comment la bêtise humaine n'a pas de limite chez certaines personnes. Crime numéro 4. La répartition des revenus ou la distribution. C'est quoi la répartition des revenus? La répartition des revenus, c'est l'effet de payer tous les facteurs de la production. C'est l'effet de payer tous les éléments qui permettent qu'il y ait production économique dans un pays. C'est l'effet de les rémunérer. La répartition des revenus, c'est l'effet de prendre soin de tous les facteurs de production pour qu'ils s'améliorent et qu'ils continuent la production économique. C'est ça la répartition des revenus. Et donc, quand on voit une accélération de la croissance économique dans un pays, on reste persuadé qu'il y a une bonne rémunération de tous les facteurs de production. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe pour la RDC encore. C'est ce qui se passe pour la RDC où tous les facteurs de production, le capital humain,
les progrès technologiques, les infrastructures, l'éducation, l'information, tout cela sont dans un état de délabrement très avancé. Même les gens sont dans un état de délabrement très avancé. Tout cela sont dans un état de ruine. Mais la RDC n'arrête pas de monter en puissance économique. Alors que normalement, dans un pays comme ça, dans un pays qui est comme la RDC, on ne peut pas avoir une telle croissance économique. C'est impossible de réaliser une croissance économique. Vous imaginez, malgré l'état de la RDC, le pays parvient à présenter une croissance économique allant jusqu'à 9,5. On est champion. On est parmi les pays les plus développés du monde en présentant un tel degré de croissance. C'est vraiment ridicule. Ces mensonges doivent arrêter. Crime numéro 5. L'activité des pouvoirs publics. Quand il y a une forte accélération de la croissance économique dans un pays, ça donne à l'État les moyens pour bien fonctionner. Oui. Cinquième crime, l'activité des pouvoirs publics. Quand il y a une forte accélération de la croissance économique dans un pays, ça donne à l'État les moyens pour bien fonctionner. Mais, Seigneur, ici au Congo, c'est comme si c'est de la blague. Plus le pays est en train de présenter une forte accélération de la croissance économique, plus le pays est en train de montrer qu'il a produit beaucoup de biens et de services, plus le pays est en train de montrer qu'on a produit beaucoup de richesses, qu'on est devenu prospère, plus les caisses de l'État se vident, plus l'État devient très misérable. L'État n'a rien comme moyen pour bien fonctionner. Pour voir ces complots, pour voir ces mensonges, pour voir cette réalité, prenez encore une fois n'importe quel rapport de la Banque centrale du Congo. J'ai bien dit, prenez le plus récent, celui de 2018, soit celui de 2019 ou celui de 2021. Prenez n'importe lequel. Allez dans la rubrique où on parle du développement économique. Quand vous arrivez dans cette partie, allez directement dans la partie où on parle de la croissance économique. Quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver un gros tableau de croissance économique. Une fois dans ce tableau, allez directement dans la dernière ligne, la ligne où c'est écrit PIB réel. Quand vous arrivez là-bas, vous allez voir que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, le PIB de la RDC ne fait que croître. Le pays ne fait que présenter un PIB positif. Le pays ne fait que montrer qu'il y a une grosse production économique. Alors que quand le PIB d'un pays ne fait que croître pendant plusieurs années comme ça, pendant une longue période comme ça, c'est ça ce qu'on appelle croissance économique. Une fois terminé, allez dans la partie où c'est écrit, dans la ligne où c'est écrit taxes sur les produits. Les lignes sont des secteurs. Allez dans le secteur où c'est écrit taxes sur les produits ou taxes tout court. Vous allez voir que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ce secteur ne fait que régresser. Ce secteur ne fait que diminuer. Il y a une diminution progressive des taxes. Quelle relation y a-t-il entre les deux secteurs, entre les deux lignes? La relation est simple, c'est ce que je disais au début. En faisant ça, en présentant une grande production économique pendant plusieurs années, accompagnée dans le secteur des taxes d'une grande régression des taxes, ça signifie tout simplement que plus l'État congolais a produit beaucoup de biens, plus les entreprises ont prospéré, plus l'État manque les biens à taxer. Ça signifie, on peut le dire de manière plus simple, ça signifie que
malgré cette forte accélération de croissance économique, malgré cette production de biens et de services, malgré tout cela, l'État congolais manque. Non. Ça signifie que malgré cette prospérité économique, malgré cette grande production de biens et de services, les entreprises dans le pays ne paient pas les impôts. Elles ne paient pas de taxes. L'État, le pays a beaucoup produit, mais les taxes, il n'y en a pas. Le pays n'a pas de taxes. On a manqué les biens à taxer. C'est ça la réalité. Et c'est à cause de cela que les gouvernements ou les pouvoirs publics en RDC sont toujours incompétents. Ils n'ont aucun moyen pour intervenir dans la vie sociale ou dans la vie nationale. Le pays est toujours, l'État est toujours pauvre. D'ailleurs, l'incompétence de ces pouvoirs publics, des pouvoirs publics au Congo, n'est pas à démontrer. Tous ceux qui connaissent le fonctionnement des systèmes politiques au Congo et leur incapacité à résoudre et leur incapacité à répondre aux desiderata de la population et aux besoins de l'État lui-même, tous ceux qui connaissent cela peuvent en témoigner. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays de plus? Est-ce que vous pouvez imaginer un pays de plus de 100 millions d'habitants, mais où l'État vote un budget de 4 milliards de dollars? Vous pouvez imaginer quelles sont les conditions de vie dans ce pays. Ce sont des choses à bien développer dans la prochaine conférence. 6e crime, l'indicateur de développement humain, UDH en sigle. Lorsqu'on connaît déjà qu'on peut avoir une grosse production économique, un gros PIB dans un pays comme la RDC, où ni l'État, ni la population, personne ne participe ni à la production de ce PIB, ni à sa répartition, ni à sa consommation. Lorsqu'on connaît déjà cela, alors la présence de l'indice du PIB par habitant dans le calcul de l'indicateur du développement humain ne sera pas réel. Ça peut donner à la population un indice de développement humain, IDH, qu'elle n'a pas dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe pour la RDC. C'est ce qui se passe pour la RDC où la dégradation, c'est ce qui se passe pour la RDC où il y a une forte dégradation de la situation économique et sociale. Mais les pays n'arrêtent pas de présenter un indicateur de développement humain qui est en évolution. Les pays n'arrêtent pas de présenter un indicateur de développement humain qui croît chaque année. En faisant ça, la RDC veut montrer que au cours de ce 20e siècle, en faisant ça, la RDC veut montrer que au cours de ce 21e siècle, la vie est devenue plus meilleure au Congo qu'au 20e siècle. Non. Alors que, quand vous comparez l'état actuel de la RDC à celui de l'époque coloniale ou à celui des années 60 aux années 80, quand vous interrogez les personnes âgées, ils vous disent eux-mêmes que la RDC ne s'est jamais mieux portée qu'à l'époque coloniale. Ils vous disent qu'à cette époque, la RDC était un pays envié par tout le monde. Les gens venaient étudier au Congo. Les étrangers venaient se faire soigner au Congo. On venait chercher le travail au Congo. À cette époque, le pays était un pays vivable. Il y avait un réseau routier partout dans le pays qui allait jusque dans des forêts et dans des montagnes lointaines. Les transports étaient bien assurés. Il y avait une bonne sécurité. Il y avait une bonne éducation, un bon système sanitaire. L'hygiène était bien assurée. L'environnement était bien soigné. Le seul mal à cette époque, c'est le racisme.
pratiquée par les colons. Quand vous interrogez bien les personnes âgées, ils vous disent que cette prospérité avait continué jusque dans les années 60, 80, 90, 2000. Et à partir des années 2000, précisément en 2002, les pires étaient arrivés. À partir de cette période, les hommes avaient décidé de tout détruire, de tout faire pourrir. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'état de la RDC, vous allez vous demander si le pays est habité par les humains ou par les démons. Il y a une catastrophe inimaginable dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Partout, c'est le chaos. Le système éducatif est pourri, à 100% corrompu. Le système sanitaire, n'en parlons pas. La sécurité, là, c'est la catastrophe. Quand vous regardez bien cela, vous avez peur, vous allez avoir peur. Vous allez vous demander, est-ce que vraiment les gens sont conscients? Est-ce que les gens voient ce qui se passe dans ces pays? Je pense même que c'est ce que le président Félix avait vu quand il est accédé au pouvoir. Quelques années après, quand il avait déclaré que la RDC est un pays déjà mort. Mais il avait raison. Il avait raison, la RDC est un pays mort, mais les gens ne veulent pas le reconnaître. Alors que le président, lui, quand il a commencé à comprendre la gouvernance, quand il a regardé tous les secteurs économiques du pays, quand il a compris qu'est-ce que gouverner, il a vu que c'était impossible. C'était impossible de faire quelque chose. Donc, le pays est à un niveau qu'on ne peut pas, exprimer. Mais quand il avait dit que la RDC est déjà morte, il y avait eu des polémiques. Alors que si il n'y avait pas cette présence de croissance économique, cette déclaration n'allait pas être une déclaration faite dans le vide. Parce que normalement, on ne parle pas comme ça. On dit aujourd'hui, on parle en se basant sur les indicateurs. Il allait tout simplement dire, regardez notre indicateur de développement humain IDH, comment il est négatif. S'il n'y avait pas croissance économique, on n'allait pas dire que la RDC est déjà morte. On allait tout simplement dire, regardez l'indice de développement humain, comment la vie n'existe plus au Congo. Il n'allait pas y avoir de débat. Ça allait être clair. Crime numéro 7. Les échanges avec le reste du monde. La présence des produits d'un pays sur le marché mondial fait croire au reste du monde que les habitants de ces pays bénéficient aussi des opportunités des marchés extérieurs. C'est exactement ce qui se passe encore pour la RDC. C'est ce qui se passe pour la RDC où toutes les exportations du pays sont effectuées par des entreprises étrangères qui travaillent dans la clandestinité la plus pire et la plus totale qui puisse exister au monde. Mais les évaluateurs mettent toutes ces exportations sur le dos du peuple congolais. Alors que le peuple congolais lui-même, en tant que peuple, ils ont zéro produit, zéro exportation sur les marchés extérieurs. Écoutez ça. Il appartient à un pays qui est premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre, producteur de diamants, producteur de zinc. On va arrêter là l'inventaire. Il est à la tête, il est le président de l'entreprise qui a la gestion de l'ensemble de ces minerais. Il est également le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous recevons aujourd'hui M. Albert Yuma Mulumbi. Bonjour M. Mulumbi. Bonjour M. Alain Foucault. Comment peut-on expliquer, vous qui êtes président de la GECAMINE, la Générale des carrières et des mines du Congo, que l'on ait autant de richesses et qu'il y ait autant de Congolais qui vivent avec moins d'$1 par jour? Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite, effectivement, de l'environnement politico-social que vous connaissez,
l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Ce n'est jamais arrivé. On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Fin des années 90, vous connaissiez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors, qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment. Oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Il y a encore beaucoup d'autres crimes socio-économiques qui peuvent causer la présence de la croissance économique dans un pays comme la RDC, où ni l'État, ni la population, personne ne participe ni à la production du PIB du pays, ni à sa répartition, ni à sa consommation. Il y a encore beaucoup de crimes socio-économiques de ce genre que nous pouvons citer, mais je vais m'arrêter sur la stabilité macroéconomique. 8e crime. Je pense que vous avez compris comment la présence de la croissance économique dans un pays est un élément très important dans l'amélioration des indicateurs socio-économiques et dans l'amélioration de tous les agrégats macroéconomiques. Et par conséquent, je pense que vous avez compris comment la RDC a trompé le monde et continue de tromper le monde qu'il y a croissance économique dans le pays, qu'il y a progrès économique dans le pays. Et c'est à cause de ce soi-disant progrès économique que certains Congolais se permettent de tenir ce genre de propos. Cette décélération du niveau général des prix est expliquée notamment par la bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires, la stabilisation du taux d'échange et l'amélioration de l'offre de biens et de services. L'analyse menée dans cette étude montre que cette performance économique s'est accompagnée d'une amélioration relative des indicateurs sociaux dans le pays. La pauvreté monétaire et les inégalités de revenus ont certes diminué entre 2005 et 2012, mais ils demeurent à des niveaux élevés. L'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'éducation, à la santé, les marchés de l'emploi, à l'énergie et aux services financiers s'améliorent, mais il y a lieu de maintenir le rythme sur la durée. Il en est de même des revenus des ménages du quartile les plus pauvres de la population qui ont augmenté. Ils disent tout cela sans que personne dans le monde ne sache les contredire, alors que
S'il n'y avait pas ce maquillage de croissance économique, tous les indicateurs socio-économiques de la RDC allaient être encore en rouge, comme dans les années 1980 à 2001. Et là, cette fois-ci, on n'allait pas dire que les pouvoirs publics congolais sont médiocres. Non, ils allaient voir eux-mêmes par ces indicateurs qu'ils sont vraiment médiocres. En fait, les FMI et la Banque mondiale, en accompagnant la RDC à écrire ce genre de narratifs, à écrire ces narratifs qui présentent la RDC comme un pays en pleine croissance économique, un pays qui accélère avec la croissance économique. En accompagnant le pays à écrire ces narratifs, ils ont commis ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. Comme vous venez de comprendre comment la RDC a utilisé le faille ou le piège de la science économique pour cacher les crimes socio-économiques commis dans le pays depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui et pour cacher les conditions de vie cruelles dans lesquelles vit le peuple congolais aujourd'hui. Comme vous venez de comprendre cela, la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que vous aussi, hommes et femmes de bonne volonté, est-ce que vous aussi vous allez fermer les yeux sur ces crimes, comme le monde l'a toujours fait, sur les crimes de tout genre commis en RDC? Les génocides de millions et de millions déjà, oui, qui avaient commencé dans les années 1997 et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Les pillages massifs et ininterrompus des ressources du pays. Les détournements éhontés des deniers publics. Les tracasseries de tout genre. Les trafics d'influence. Le cancer de la corruption répandu à tous les niveaux, même dans l'Église. Est-ce que vous aussi vous allez fermer les yeux sur ces crimes, sur ces mensonges économiques, ou bien vous allez faire ce que vous pouvez faire pour soulager ces peuples endoloris depuis des siècles? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, mais je vous préviens qu'il y aura une conférence autour de ce sujet sur cette chaîne. Il y aura une conférence en ligne où nous allons bien décortiquer ce sujet, où je vais bien vous expliquer cette réalité. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette conférence. Je remercie ceux qui vont partager massivement cette vidéo pour sauver la RDC. Je vous remercie tous. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.